Les contes buissonniers présentent Annie raconte. Bonjour à tous, petits et grands. En février, nous partons en Arménie. Voici l'histoire de la reine Anaït. Elle est tirée de l'album Contes d'Arménie, écrit par Hélène Kérillis et illustré sous la direction de Frédéric Manceau aux éditions Villot Jeunesse. Attention, cette histoire est assez longue. Elle s'adresse à des enfants à partir de 8 ans. Bonne écoute! Il régnait autrefois, en Arménie, un roi et une reine qui n'avaient qu'un seul fils, Vatchakan. « Il m'inquiète, dit un jour la reine au roi. « Moi aussi, » avoua son époux. Il a reçu toute l'éducation nécessaire à un monarque, mais il est plus porté à rêver qu'à gouverner. En effet, le jeune prince aimait chevaucher en regardant le mouvement des nuages, les ombres de la forêt ou le déploiement des montagnes. La plupart du temps, il préférait porter des vêtements ordinaires dans lesquels il passait inaperçu au milieu de la population qu'il côtoyait tous les jours. Et sans même s'en rendre compte, Vatchakan en savait plus sur son pays et ses habitants que le vieux monarque au fond de son palais. « Ce qui m'inquiète, reprit le roi, c'est l'avenir. Un jour, Vatchakan me succédera. Il lui faut une épouse. » « J'ai bien peur, poursuivit la reine, qu'il refuse d'épouser une jeune fille uniquement pour assurer la succession. Il ne se mariera que s'il est amoureux. » Jusqu'à présent, aucune jeune fille de la noblesse n'a réussi à le séduire, soupira le roi. « Une princesse étrangère, peut-être ?» Le roi d'Arménie hocha la tête. Cela promettait bien du tracas, des voyages, des ambassades, des pourparlers. Un souci de plus. Le vieux roi soupira de nouveau. Le poids du royaume commençait à lui peser, rien ne semblait vouloir l'alléger. Pendant que ses parents s'inquiétaient de son avenir, Vatchakan, accompagné d'un ami, chevauchait dans la montagne. Il faisait très chaud. Les deux hommes étaient en nage. Ils firent halte à la fontaine du premier village qu'ils traversèrent. Des femmes attendaient leur tour, une cruche à la main. Vatchakan, qui ne voulait pas se faire connaître, ne donna pas l'ordre de lui servir à boire. Il demanda poliment. Une des femmes versa un peu d'eau glacée dans un gobelet et le lui tendit. Soudain, une jeune fille s'interposa. Elle s'empara du gobelet et jeta l'eau à terre. Vatchakan la regarda avec stupeur. Était-elle méchante, au point de refuser à boire à un inconnu? Les grands yeux noirs de la jeune fille soutenaient tranquillement le regard du prince. Des yeux vifs, intelligents, profonds, au point qu'il était difficile d'échapper à leur charme, mais pas une ombre de méchanceté. Alors, se demanda-t-il, comme si elle devinait la question, la jeune fille expliqua. « Il n'est pas bon de boire glacé quand on transpire. Prenez le temps de vous reposer d'abord. » Vatchakan prit tout le temps nécessaire, et bien plus. Il eut du mal à s'éloigner, même après le départ de la jeune fille. Quand Vatchakan retourna au palais le soir venu, son ami était sûr d'une chose. Le prince ne pensait qu'à la jeune fille de la fontaine. La nouvelle fit rapidement le tour du royaume. « Vatchakan est amoureux. »« De qui donc ?»« De la fille d'un berger. Elle s'appelle Anaït. » Les nobles étaient vexés. Les bourgeois se moquaient. Seuls les paysans se réjouissaient. Au palais, le roi et la reine n'en menaient pas large. « Une fille de berger! Tu te rends compte, Vatchakan ?» s'écria le roi. « Les princes épousent des princesses, » répétait la reine. « Ce sera Anaït ou personne, » répondit Vatchakan. « Mais qu'a-t-elle de si extraordinaire ?»« Tout, » répondit le prince. C'était vrai. Belle, intelligente, sensible, Anaït était tout cela. Le roi et la reine finirent par accepter le choix de leur fils.
Il valait mieux cette fille que pas d'épouse du tout. Mais surtout, Anaït avait de la personnalité. Le roi s'en aperçut à ses dépens le jour où il se rendit chez le berger avec un coffret à bijoux. « Je viens te demander la main d'Anaït pour mon fils, le prince Vatchakan. »« C'est à ma fille de répondre, » dit le berger en s'inclinant. « C'est elle qui devra vivre avec le prince et non moi. » Le roi répéta donc sa demande à la principale intéressée. Anaït regarda les bijoux, qui étaient superbes, mais elle ne se laissa pas éblouir, elle voyait au-delà. « Vatchakan a-t-il appris un métier ?» demanda-t-elle. « Un métier ?» s'étonna le roi. « Sait-il faire quelque chose de ses mains pour gagner sa vie ?»« Eh bien, un jour il gouvernera le pays. »« Je parle d'un véritable métier. Personne ne sait de quoi l'avenir est fait. Prince aujourd'hui, mendiant demain, qui sait ? Mais, bafouilla le roi, si Vatchakan veut réellement m'épouser, qu'il apprenne un métier. » Le roi rentra au palais avec son coffret à bijoux et cette étonnante réponse d'Anaït. Quelques jours plus tard, un nœud rouge à droite, serrez bien. 2 nœuds verts à droite et encore un nœud rouge pour terminer. Voilà. Maintenant, tassez bien la nouvelle rangée de nœuds avant de faire passer la trame. Appliqué, le prince Vatchakan suivait les indications de son maître, un tisseur de tapis. C'était le métier qu'il avait choisi pour gagner l'amour d'Anaït. Vatchakan apprit à tisser feuillages, fleurs et animaux fantastiques. Il savait y mêler les fils de soie pour tracer d'élégantes arabesques. Et comme il y mettait tout son amour, il fut rapidement en mesure d'offrir à sa fiancée un tapis magnifique. Alors, seulement là, Anaït accepta d'épouser le prince. La noce dura 7 jours et 7 nuits, où riches et pauvres firent la fête ensemble. Quand son père mourut, Vatchakan devint roi à son tour et gouverna avec Anaït. Comme il avait appris un métier, il savait ce que c'était de travailler de ses mains. Tout le monde s'accordait à dire que ce nouveau roi pouvait enfin comprendre ses sujets, grâce à la reine. Parfois, comme avant son mariage, Vatchakan revêtait des habits de simple sujet pour aller parcourir son royaume. Au cours d'un de ces voyages, le roi tomba dans une embuscade. 3 grands gaillards surgirent sur la route déserte et sortirent leurs couteaux. « La bourse ou la vie ?» Le roi était brave, mais le couteau prêt à s'enfoncer dans sa gorge ne lui laissait aucune chance. Et ils étaient 3 contre lui. Il n'opposa donc pas de résistance. On le fouilla brutalement. Comme il n'avait pas grand-chose dans les poches, les brigands devinrent mauvais. Le couteau entama la chair du cou et une goutte de sang perla. Vatchakan allait-il mourir dans son propre royaume, loin de tout, loin d'Anaït ? Le visage de la reine passa comme un éclair dans sa tête. Ce fut une illumination. Le roi sut alors ce qu'il devait dire pour sauver sa vie. « Ne me tuez pas. Je sais tisser de superbes tapis. Vous pourrez les vendre cher, très cher. » Vatchakan entendit les 3 gaillards se concerter. Puis il sentit que le couteau n'appuyait plus sur sa gorge. Il respira. Les 3 bandits le jetèrent dans un cachot avec le matériel nécessaire, un métier à tisser, des fils de laine et des fils de soie. Vatchakan se mit au travail. Pendant des semaines, il noua la laine, dessinant feuillages, fleurs et animaux fantastiques. Sans cesse, il pensait à sa reine adorée, Anaït, tout en mêlant des fils de soie pour tracer d'élégantes arabesques. Au palais, la reine réglait courageusement les affaires du royaume le jour. La nuit, elle se désespérait. Aucune nouvelle de Vatchakan.
Cela faisait des semaines qu'il était parti. Que lui était-il arrivé? Pourquoi ne donnait-il pas signe de vie? Fallait-il envoyer les gardes à sa recherche? Plus le temps passait et plus Anaït se rongeait d'inquiétude. Un jour, 3 hommes se présentèrent au palais. Ils avaient un tapis d'une extrême beauté à présenter à la reine. Anaït n'avait pas le cœur à admirer des tapis, mais les hommes insistèrent tant qu'elle finit par les recevoir. « Votre Majesté, voici un tapis digne d'une reine. Et voyez la qualité du travail. » Anaït écoutait distraitement les discours des 3 hommes. Soudain, son cœur bondit dans sa poitrine. Ces feuillages, ces fleurs, ces animaux fantastiques, ces arabesques en fil de soie. Une seule personne au monde pouvait avoir tissé ces motifs, exactement les mêmes que ceux dessinés par Vatchakan sur le tapis qu'il lui avait offert, en cadeau de noces. Il était donc vivant. Ce tapis était un message. Et ces 3 hommes, que savaient-ils de lui? « Magnifique, » dit la reine d'une voix qui tremblait un peu. Elle devait les mettre en confiance. Il lui fallait obtenir d'eux le maximum de renseignements. Quant aux 3 hommes, ils se réjouissaient déjà à l'idée d'empocher un beau tas de pièces d'or. Ils avaient bien fait de ne pas tuer leur prisonnier. « Vraiment magnifique !» répéta la reine. « C'est sûrement un tisseur d'exception qui a réalisé ce tapis, n'est-ce pas? »« Parfaitement. Et c'est notre ouvrier. »« Leur ouvrier, leur prisonnier plutôt, » pensa Anaït, le cœur soulevé par la colère. Mais elle ne devait pas alerter les 3 brigands avant d'avoir retrouvé Vatchakan sain et sauf. Elle prit son air le plus doux pour déclarer « Votre ouvrier? Alors je n'achèterai ce tapis qu'à une condition. »« Laquelle, votre Majesté ? » ?»« Que vous m'ameniez ici l'homme qui l'a tissé. Je veux le voir en chair et en os. » Les 3 brigands s'inclinèrent, ravis d'avoir fait affaire. Ils s'empressèrent d'amener leur ouvrier à la reine et de se jeter dans la gueule du loup par la même occasion. Et c'est ainsi que Vatchakan eut la vie sauve, seulement parce qu'Anaït avait tenu à ce qu'il apprenne un métier. Mon histoire est finie. Au revoir. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. À la semaine prochaine.